C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Guihen, merci de ta présence. C'est un honneur et un bonheur de t'avoir ici. Une rencontre un peu particulière pour nous ce soir, et pour Jean-Guihen aussi, puisque en fait, on le connaît comme musicien, on le voit régulièrement ici pour des concerts, pour les rencontres musicales, chaque année, etc. Mais aujourd'hui, il vient nous parler d'un livre. Et donc, c'est pas comme d'habitude. C'est la première fois que tu le présentes ? Oui. Donc, voilà. On va t'expliquer comment ça se passe, les rencontres littéraires. Comme ça. Alors, évidemment, nous, on a l'habitude de faire plutôt des rencontres littéraires, comme je disais. Donc, là, on a dû un peu se forcer à ne pas aller dans notre tendance naturelle à parler de style, de forme, de littérature, en fait. Et en même temps, il y a quand même de quoi dire des choses sur la forme, donc on y reviendra. Mais déjà, on te connaît donc comme musicien. Tu n'es pas seulement connu à Forcalquier, évidemment, tu es connu un peu partout dans le monde pour ta musique, mais c'est la première fois que tu fais un livre, et du coup, on aurait pu s'attendre à peut-être un portrait, ou que tu demandes à quelqu'un de faire ton portrait, une sorte de biographie. Or, tu as choisi la forme des entretiens, donc avec une présence de personnel plus forte que si ça avait été fait entièrement par quelqu'un d'autre que toi. Tu peux nous expliquer comment c'est venu, l'idée de ce projet, est-ce que c'est de toi qu'elle est venue, et la forme des entretiens, et également le fait que tu aies voulu, je pense que ça vient de toi, mais tu vas nous le dire, focaliser surtout sur Bach et surtout sur les suites de Bach. Alors d'abord, bonsoir Mario, merci de ton invitation, bonsoir à vous tous. On est en famille ce soir, c'est super de faire pour ma première effectivement présentation de livre comme ça, parce qu'évidemment je suis un petit peu nerveux, j'ai jamais fait ça. Et donc c'est bien de faire ça ici avec vous tous. Et pour moi c'est vraiment, évidemment que c'est un projet particulier parce que c'est la première fois que je me lance dans l'idée d'un objet écrit, effectivement. Alors, ô combien à quatre mains, on parlera certainement en détail de tout ce qu'Emmanuel Rebelle a amené justement par rapport à la forme, par rapport à plein de choses. Mais c'est vrai que donc l'idée, déjà je vais aller un petit peu chronologiquement. Oui. Faut savoir que ce livre aurait dû déjà sortir en l'année du Covid, en 2020. Et donc, on a repoussé pour les raisons que l'on sait. Il s'est passé un petit quelque chose en 2020. Et donc, ça fait déjà longtemps qu'on avait commencé à travailler. Mais finalement, je suis très heureux qu'on ait eu tout ce temps en plus pour pouvoir travailler dessus. Et l'idée je crois que c'est venu comme ça, en fait. C'est que j'aime... vous me connaissez tous pas mal. Donc, vous savez qu'au-delà des concerts et de l'enseignement à proprement parler, j'aime la transmission, j'aime parler, présenter certaines œuvres, essayer de partager ce que je vois comme chose absolument merveilleuse et miraculeuse dans la musique. Et pendant le confinement, petite parenthèse, donc je me suis lancé dans un projet, on a tous essayé de rester en lien, les musiciens non musicaux, avec le monde avec vous tous, et les uns avec les autres, comme on pouvait. Et certains ont décidé de faire des concerts chez eux, qui transmettaient par les médias, par ce qui existait. Et moi, je me sentais, j'avais plus envie, en fait, mon projet, mon petit bébé Covid, ça a été un projet justement de transmission. Donc, pas seulement pédagogique, mais grand public, et où j'ai décortiqué un petit peu les suites de Bach, mouvement par mouvement, et aussi en amenant toujours, dans chaque épisode, un intervenant extérieur qui nous apportait son regard, qu'est-ce que les suites avaient représenté pour elle ou lui. Et donc ceci pour dire
que voilà, il y avait Il y déjà, avait déjà la matière il y avait déjà la de ce qui est matière. devenu, ouais. Et tout de suite, déjà dans ce projet-là, c'est pareil, j'avais envie d'être en dialogue avec quelqu'un. Mhm. Et donc, quand il y a eu l'idée de faire un livre, c'est vrai que plutôt que de raconter ma vie, ma vie de musicien avec mon violoncelle, etc., j'avais envie qu'il y ait un matériau comme ça de transmission, donc un matériau musical qui nous serve vraiment de trame. Mhm. Et là, c'est plus que la trame, c'est vraiment le Oui. sujet, c'est vraiment le sujet, mais ça, je pense que tu allais certainement en parler. Grâce à ce sujet, et il y a effectivement aussi une part autobiographique un petit Oui, peu, oui, entre guillemets, absolument. c'est-à-dire Ouais. où est-ce que ces suites qui font partie, qui sont des compagnons fidèles de chaque musicien, chaque violoncelliste depuis l'adolescence jusqu'à notre dernier souffle, où est-ce qu'elles m'ont emmené, qu'est-ce qu'elles m'ont permis de vivre, etc. Au-delà de tout l'aspect sur le contenu, sur le contenu des suites, etc. Alors ça me fait penser, comme tu as prononcé le mot de partage, que j'ai été un peu trop émue et j'ai oublié de parler du bouquin lui-même, de le présenter. Voilà. Et le titre parle du partage. Les Bach, les suites en partage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans le texte. Et je parlais d'une forme originale parce qu'au-delà des entretiens, il y a plusieurs formes en fait dans ce livre. C'est ce qui fait aussi qu'il est très, très rythmé, très vivant, très agréable à lire, même pour des non-spécialistes. Parce que j'avoue qu'il y a des passages quand même qui sont un peu costauds pour des non-spécialistes comme moi. Il y a des moments où j'ai pas compris un mot. Enfin, j'ai compris tous les mots, mais j'ai pas compris le sens des mots parce que c'était vraiment très musicologique. Mais c'est pas grave. On peut lire quand même ces passages-là et on en retient. Enfin, on retient pas forcément grand-chose, mais il se passe quelque chose quand on les lit, même ceux-là. Donc, je vous invite à ne pas avoir peur de les lire aussi. Et puis, il y a donc il y a des passages de... Alors, il y a des différences aussi de typographie. Il y a des très courts chapitres en italique où tu racontes des souvenirs de concerts. On y reviendra peut-être après. Et puis, il y a des passages d'entretien, vraiment avec questions-réponses. Et des passages où tu écris, toi, sur... je pense, du coup, d'après ce matériau que tu as créé pendant le Covid, où tu décortiques chaque mouvement. Pas les suites l'une après l'autre, mais plutôt les préludes de chaque suite, puis les sarabandes, puis etc. Et ça donne une forme, enfin je pense que il n'y a pas beaucoup de livres comme ça de musiciens. Je ne les ai pas tous lus bien sûr, mais ça me paraît particulièrement original comme forme et ça donne la possibilité à plein de gens très différents, qu'ils soient spécialistes, mélomanes ou juste intéressés comme ça, de se plonger dans ce livre et d'y trouver quelque chose. Et Pardon, oui. tu Non, veux, vas-y. je ne veux pas te stopper dans ton Oui, élan. non, j'avais mais fini. deux choses qui du coup me viennent à l'esprit par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord, puisque tu as parlé du titre, donc je voudrais dire un petit mot là-dessus, Oui. tout petit mot. Même si c'est un peu quelque chose comme j'imagine, ça m'intéresserait de savoir, toi qui es experte, si c'est toujours le cas ou si c'est souvent le cas. Le titre vient souvent à la fin. Enfin, je sais pas, nous on s'est posé la question plutôt en fin de parcours après avoir. Et le titre vient même parfois souvent de l'éditeur. Ah, d'accord. Oui. Ah, ben là on a eu la chance de pouvoir choisir que les le titre. auteurs ne sachent pas ou n'arrivent pas. Ah oui. Et c'est l'éditeur souvent qui peut choisir ou aider à choisir un titre. Ouais. D'accord. Bon, donc là, on a eu la chance de pouvoir choisir notre titre nous-mêmes. Et en fait, c'est venu. Là aussi, en fait, ce que je raconte souvent quand on me pose la question, même par rapport à mon parcours de musicien, etc., c'est que ce qui est intrinsèque à la musique, et j'ai eu la chance d'avoir une première professeure qui m'a infusé ça vraiment presque, enfin au berceau de ma vie musicale, c'était Claire Rabier, donc, qui était professeure à Manosque à l'époque, là où j'ai débuté, et ce elle m'a tout de suite fait vivre le fait que la musique, c'est le partage. Oui. Donc c'est le partage. Plus tard, ça allait devenir le partage avec vous, avec le public, etc. Mais dès le début, l'idée de
la musique, on communique, hop, on envoie des notes et grâce à vous, elles prennent leur sens en fait. Et donc voilà, l'idée de partage était vraiment tellement au centre. J'avais très envie que quelque part cette notion soit dans le titre. Voilà, en tout cas. Et d'ailleurs, donc, il y a un chapitre après qui en parle un petit peu. Oui. Par rapport à la forme, si je peux dire un petit mot là-dessus. Là aussi, donc, dans notre discussion avec Emmanuel Rebel, qui est vraiment, je dois dire, alors, c'est le rêve de s'entretenir avec Emmanuel Rebel parce que c'est un puits de connaissances, c'est un être humain d'une sensibilité, d'une intégrité à la fois et toujours aux aguets, toujours intéressé, etc. Donc c'est passionnant de parler avec lui. Les entretiens avec lui étaient absolument passionnants. Et ce que je lui ai dit assez vite, quand on a commencé à rentrer dans la rédaction du livre, c'est que je lui ai dit, je voulais pas que ce soit un livre d'entretien de début à la fin, parce que j'avais l'impression que c'était comme une interview de diapason un petit peu étendue, quoi. Enfin, donc, bon, tu vois, voilà. Alors, que penses-tu de... Bon, voilà. Et je voulais En fait, le rythme, finalement, le rythme qui, en musique, vient aussi en premier. Tout le temps, avec mes élèves, là, il y a 3 jours, je donnais les cours. J'essaie de leur rappeler, d'abord, danser la musique, d'abord sentir le rythme, comment est-ce que une musique respire, comment est-ce qu'elle vit. Et donc le rythme pour moi c'est fondamental. Et mon immense angoisse à l'idée de faire un premier pas dans l'univers du livre, c'était qu'on fasse quelque chose qui, en soi, peut-être le contenu allait être intéressant, bon, mais qui manquerait de rythme, voilà, qui ferait que les gens, ben voilà, on a tous besoin de rythme. Je crois que c'est pareil tout. Donc voilà, et c'est là qu'on a commencé à réfléchir et que Emmanuel a fait aussi des suggestions fantastiques et puis moi des contre-propositions et qu'on est arrivé à cette forme un petit peu à 3 pattes. Oui, c'est ça. C'est une forme vraiment hybride, mais du coup avec un rythme très, très vivant, très dynamique et ce qui est intéressant pour un livre aussi, pas seulement pour la musique, effectivement. Ouais. En ça, c'est un livre de musicien. D'entendre ça de Marie-Aube, ça me... Yes. Heureusement que c'est enregistré. Voilà, ouais. tu sais que c'est enregistré, ce que tu viens de dire. Enfin, j'espère que c'est enregistré. Parce que... alors, bon, on peut revenir un peu sur le sujet central qui est Bach, quand même, et les suites de violence pour violoncelle seul. D'abord, toi, tu as un moment, enfin plusieurs moments d'ailleurs, tu parles de Bach comme d'une totalité, comme de quelqu'un qui a peut-être certainement plus que beaucoup d'autres compositeurs, su marier l'esprit et attends, je cherche le mot que tu as employé, une union de la chair et de l'esprit. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça? Parce que je crois que c'est très important pour toi aussi, cet aspect, peut-être que spirituel est un gros mot, mais enfin, quand même, il y a un aspect spirituel dans la musique, et particulièrement chez Bach. Alors, oui, mais justement pas tout seul, et c'est ça qui le rend intéressant. C'est drôle, parce que j'ai eu, pour les leftos ou les insomniaques, demain matin, 7h sur France Musique, le Bach du dimanche, de 7 à 8, j'ai un entretien avec Corinne Schneider, qui fait cette émission, et on parle du livre. Et elle m'a pris au dépourvu. La dernière question, elle me dit, Jean-Guyenne, êtes-vous croyant? Bon. Et alors, évidemment, je suis allé vers la spiritualité. Bon. Et je lui disais, c'est ce que je pense, et que justement, que pour moi, ce qui est une des choses qui est extraordinaire chez Bach, mais qui me donne le sentiment là d'une réflexion personnelle, mais que je partage puisqu'on en parle, c'est que la spiritualité, eh bien, quand elle est incarnée dans quelque chose de créatif et qu'elle est en lien avec l'âme, donc voilà, donc je pense effectivement à un Bach qui compose des œuvres où tout d'un coup fuse tellement de joie, de doute, tous ces sentiments humains, tu vois, très profonds. Pour moi, ça, c'est la spiritualité incarnée, hein, parce que
on a vu dans l'histoire de l'humanité que parfois la spiritualité abstraite, ça peut mener dans des impasses très très problématiques. Et donc voilà, donc oui, c'est marrant parce que je pense même, pour moi, il y a un peu cette espèce de, alors là, je vais paraître spirituel, la Trinité, euh, donc l'esprit, la chair et l'âme. Et que ce qui est formidable dans la musique, bah, parce que c'est humain, c'est qu'il y a tout ça. Et, mais c'est vrai, et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que souvent, justement, il va y avoir une espèce de respect comme ça, quand on regarde la musique, et surtout une musique aussi accomplie, où chaque note est tellement extraordinaire. Voilà, la notion d'élévation, donc voilà, hop, on est dans l'esprit. Mais nous, et surtout nous en tant qu'interprètes, on doit être aussi dans la chair, on doit danser la musique, on doit la vivre dans notre corps, parce que sinon, vous tous qui adorez la musique, vous serez là assis sur votre chaise à dire bon ben c'est bien beau tout ça, mais donc voilà. Donc c'est quelque chose qui revient aussi, encore quelque chose qui revient très souvent dans mes dialogues avec mes élèves, c'est que, et puis je leur dis, il faut aller danser, hein, faut aller absolument prendre des cours de flamenco, de ce que vous voulez, pour vivre la musique dans le corps, pour pouvoir ensuite mettre ça dans l'instrument et le faire vivre. Tu parles aussi du chant à plusieurs moments dans le livre. Tu dis qu'il faut chanter quand on est musicien, même si on est instrumentiste. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que moi, ça m'a étonné ça. Alors, en fait, je pense que 90% de la musique qu'on joue, moi je sors toujours des pourcentages comme ça, mais ils ne sont pas du tout scientifiques. Ah, vous m'excusez, hein. Allez, on va dire 89%, je sais pas. Non, 92%. Non, mais la musique, c'est une musique qui est inspirée, enfin comment dire, oui, qui est inspirée de la musique vocale. Si vous voulez jouer une œuvre de musique de chambre de Mozart et avoir une chance qu'elle prenne toute sa vie, il faut écouter les opéras de Mozart, regarder les opéras de Mozart, voir toute la vie et comment cette musique est là comme ça, main dans la main, avec toute cette vie là qui surgit dans ces opéras. Et moi je dis à mes élèves qui viennent avec les suites de Bach, je dis écoutez pas 45 versions des suites de tous vos collègues, écoutez les cantates, les passions, la manière dont la voix, parce que la voix c'est notre phare, hein, c'est ce qui nous inspire. Avec nos 4 cordes, on va jamais réussir à s'en approcher de manière sérieuse, mais c'est ce qui nous inspire. Parce que on s'en rend pas compte, mais les possibilités d'inflexion et de vie qu'on peut faire partager par la voix, avec l'instrument, on est des nains à côté de ça. Mais c'est ça qui nous inspire. Donc c'est pour ça que aussi, bon, la raison la plus directement pédagogique quand je parle avec mes élèves, c'est le fait que le risque, si vous allez uniquement jouer la musique que vous jouez, que ce soit Mozart, d'ailleurs, il n'y a pas que Bach, et sans la chanter, c'est que finalement, ça va être quelque part, les impératifs techniques vont venir imposer votre phrasé. Et donc, c'est vraiment le monde à l'envers, et c'est pas très sain. Donc, il faut d'abord, comment est-ce que cette musique chante intérieurement, mais aussi comment est-ce que vous la feriez vivre par la voix, et ensuite, on essaie de faire ça à l'instrument. Alors, pour rester encore un tout petit peu sur ce thème de la chair et de l'esprit mêlés, je te cite page 23. En tant qu'interprète, à un modeste niveau, c'est aussi ce cheminement que je recherche et que j'aime partager. Si je veux donner un bon concert, il est important pour moi de ressentir qu'il existe quelque chose de 1000 fois plus grand que moi, que je puisse tenter d'incarner dans cette musique. C'est une belle phrase, je trouve. Oui, alors en fait, c'est presque, c'est très, je vais de manière provocative, je veux dire, c'est presque égoïste comme démarche. J'ai besoin, comment dire, je vais commencer par des expériences, parce que j'ai pas eu des expériences positives dans ma vie de musicien. J'ai des souvenirs de concerts complètement ratés, où je suis sorti de scène et j'étais complètement atterré. Et j'ai envie d'en parler une seconde. Pourquoi? Parce que ces moments-là, c'est ces moments où on joue ces notes, on est là, on essaie de faire vite, puis on a l'impression que ça
ça prend pas, que ça vit pas, qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'on fait. Et là, on se ferme, on est en train de régler toutes ces contingences qui sont suffisamment nombreuses, mais tu vois, et on n'arrive pas à sortir de cette coquille, j'ai envie de dire, quelque part. Et si j'arrive au moment d'entrer sur scène à, à sentir mais toute la vie, toute la, la dimension essentielle qu'il y a dans ces chefs-d'œuvre, parce que c'est ça la chose, c'est quand on joue, surtout les maîtres du passé, il est évident qu'on a gardé, la crème de la crème, on a gardé les chefs-d'œuvre des plus grands génies qui soient, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque note est là pour nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ça permet, quand on va sur scène en tant que musicien, de comprendre qu'il ne s'agit pas de nous. Et ce n'est pas une question là de dire de fausse modestie et de dire non, ce n'est pas moi. C'est pas ça. C'est que vraiment, on a simplement la chance, une chance unique sur le moment, ce jour-là. Ceux qui ont fait l'effort de venir au concert, d'acheter un billet, tout ça, et nous, avec notre instrument qui avons travaillé ça, de vivre, voilà, quelque chose, et en l'occurrence, si on parle des suites de Bach, des œuvres qui ont une force narrative extraordinaire, ça j'imagine qu'on en parlera un petit peu aussi. Oui, oui, oui. Alors, il y a une autre chose qui m'a un peu frappée aussi, bon, on sait que tu as travaillé avec Pierre Boulez très longtemps, que tu as une appétence particulière pour la musique moderne et contemporaine. Mais ce que je n'avais pas compris, et je recite une phrase de ton livre, c'était une nouvelle preuve, s'il en était besoin, que ce monument du répertoire représente bien plus qu'une série de suites de danse, une formidable aventure intellectuelle. Et c'est le mot intellectuel qui m'a frappée. Je trouve je ne m'attends pas à ça. Quand on parle de musique, on s'attend à entendre parler d'émotion, de beauté, de son, de rythme, etc. Et là, tu rapproches plusieurs fois Bach de Boulez et tu parles d'aventure intellectuelle. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment le fait d'avoir travaillé la musique contemporaine, et en plus pas n'importe où et ni avec n'importe qui, évidemment, t'a apporté par rapport à Bach et aux suites? Oui, alors, finalement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que chacun peut aller écouter Bach et y écouter ce qu'il a envie d'y écouter au moment où il l'écoute. Moi, j'ai vécu les suites de Bach en tant qu'interprète et la musique de Bach en tant qu'auditeur de manière très différente à différents moments de ma vie. Parce que voilà, donc tout à l'heure, je parlais de l'aspect dansant. On a la chance que ce soit des suites de danse, que Bach ait choisi j'ai envie de dire, d'inscrire sa trame narrative sur des formes de danse. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs un premier signe flagrant de ce besoin d'incarnation, hein, le rapport physique à la musique. Mais si on prend par exemple, bon, on a qu'une seule fugue dans ces 6 suites, c'est le prélude de la 5e suite, et là, la fugue, c'est par excellence, le plaisir de Bach qu'il avait aussi comme personne, et qui était donc sa passion pour la fugue, à savoir le travail de construction abstrait. Il est la preuve et l'incarnation que l'un ne contredit pas l'autre. Et donc, c'est vrai que je me souviens même qu'on avait fait une fois, ici aux rencontres, un petit atelier comparatif entre Message esquisse de Pierre Boulez et ce prélude de la 5e suite, cette fugue. Et je montrais comment, en fait, dans la construction, dans le travail de construction, il y avait quelque chose de très similaire dans ce plaisir. Donc, en l'occurrence, dans Message esquisse, 6 notes. Alors, par contre, c'est presque comme un jeu. Dans le cas de Message esquisse, moi, je ne veux pas y venir, mais c'est une note abstraite, j'ai envie de dire, que Boulez prend, et hop, il commence à construire une fois par en bas, une fois par en haut, une fois à l'envers, et je tricote, et tac, 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 et hop, et je construis un grand édifice. Et c'était le mantra de Boulez, hein. C'était le fait de s'assurer que chaque note n'était que le résultat de cette construction. Donc lui, c'était vraiment ça. On atteint la spiritualité par la force
de l'esprit, justement. Alors que chez Bach, évidemment, le contexte est différent, c'est-à-dire qu'il y a un contexte la musique est construite en respectant des règles naturelles, c'est-à-dire la pesanteur, je peux imaginer d'ailleurs que le chapitre sur la pesanteur soit un de ceux qui t'ont fait un petit peu peur, parce que je me souviens que Jean-François, après avoir lu le livre, il a dit, là, dis donc, là, à propos de pesanteur, c'est un peu lourd. Hein. Non, mais donc la gravité, disons-le, Oui, hein, c'est ça. voilà, la notion de gravité Que dans la ouais. musique, c'est-à-dire que quand on fait une cadence, on va les 5, 1, on va se poser, il y a une direction, il y a quelque chose, voilà. Mais pour essayer de terminer ma phrase, parce que là j'ai fait plein de parenthèses, pour dire que, comme exemple, ce prélude de la 5e suite, il y a aussi, dans ce contexte voilà, harmonique de l'époque, et où on ne remettait pas en cause certaines règles, mais néanmoins, il y a le plaisir de la construction d'une fugue, c'est-à-dire j'ai mon thème de fugue et je vais le retourner de manière abstraite et je vais le faire en sens inverse, je vais l'agrandir de manière... Donc ça, c'est vraiment une espèce de décision de l'esprit, de dire j'ai le droit en tant qu'esprit de faire tout d'un coup que mon thème va être 2 fois plus long ou 2 fois plus court ou qu'il va être à l'envers. Donc ça, c'est justement ce qui contredit un petit peu, et c'est une manière de s'affranchir sans doute, et ça, c'est assez typique d'un geste par essence d'Homo sapiens, c'est-à-dire, oui, il y a les lois naturelles de la musique, ce matériau, etc., mais on s'en affranchit quand même par certains travail de l'esprit. Quoi. Ça fait sens ou Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, en tout cas, oui. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que tu dis, en fait, Boulez a beaucoup influencé, bousculé la musique par sa façon de travailler, mais finalement, Bach, ce que tu dis assez au début, c'est que ces suites pour violoncelle seul, où il insiste bien senza basso, donc vraiment seul, il n'y a pas de rythme de basse, etc. Et là, c'était pas non plus courant de faire ça. Donc quelque part, Bach était peut-être aussi un peu un précurseur, un bousculeur de règles finalement. Oui, alors... Même si nous, on le voit maintenant comme un classique, évidemment, parce qu'il y a très longtemps. Mais voilà, oui. Donc, à l'époque, ça me semble... Enfin, je ne sais pas si tu peux parler un peu de qu'est-ce que ça voulait dire de composer ce genre d'œuvre à ce moment-là. Oui. Alors, justement, on ouvre le livre là-dessus, effectivement, tu as raison. Sur cette petite... dans la page, la première page sur des suites, cette mention de Bach de dire des suites pour violoncelle sans basse. Parce qu'effectivement, ça représentait un geste très fort. Alors, il existait des petites pièces comme ça, qui étaient des sortes d'improvisation, parce que forcément, on imagine bien qu'il y avait des violoncellistes, des violonistes qui avaient, voilà, comme on pourrait de nos jours partir dans une petite improvisation tout seul, comme ça, etc. Mais ce qui est unique et totalement novateur à l'époque des suites, c'est l'idée de construire en fait une immense œuvre, donc 2 heures et demie de musique, voilà, c'est la durée, 2 heures et demie, c'est la durée d'un opéra de Mozart, enfin, et même plus, pour un instrument seul qui s'affranchit effectivement de ce qui est au départ la colonne fondamentale de toute notre musique occidentale jusqu'au dodécaphonisme, qui est l'harmonie en fait, c'est-à-dire le général basse, la basse continue. Voilà. Et normalement la basse continue, c'est ça qui donne la forme, c'est ça qui donne la phrase, même quand elle est discrète, même quand elle se met au service d'une inventivité mélodique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va faire de cette absence il va grâce à cette absence, j'ai envie de dire, il va créer un univers poétique tout à fait unique. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'harmonie, elle apparaît parfois de manière diffuse, parfois au contraire, de nouveau, il nous met des repères, parce qu'il travaille avec nous de manière très très intelligente, évidemment, Bach. Et de temps en temps, il pense un peu à ses interprètes, peut-être. Oui, à ses interprètes, à ses auditeurs, et il remet des repères très clairs. Mais de temps en temps, il va créer une poésie toute particulière et qui va lui permettre de tenir comme ça dans la longueur un suspense narratif, véritablement. C'est notamment grâce
a cet acteur extrêmement important qui est la basse continue et qui est physiquement absent, mais qui est en fait entre les notes. Voilà. Et là, ce serait trop compliqué d'entrer dans les considérations techniques, mais enfin, c'est ça l'idée. Ça, c'est les passages où j'ai pas trop compris. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Oups, je perds mes notes. Et alors, justement, tu parlais de 2h30. Alors, ça me mène à te poser une autre question sur l'aspect physique, l'aspect de défi physique, en fait, que ça représente de jouer toutes les suites à la suite les unes des autres. Il y a beaucoup de violoncellistes qui ne les jouent pas forcément entièrement, qui en jouent une ou deux ou trois, mais toi, de plus en plus, tu as tendance à les jouer entièrement, voire même à rajouter des pièces contemporaines devant chacune des suites, comme ça rallonge encore un peu le concert. Et du coup, je sais pas, c'est comme une ascension. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de flancher en cours d'ascension? Ou comment tu te prépares pour affronter cet aspect physique très très fort, quoi? Oui, alors déjà, c'est vrai que j'ai plus de plaisir à les jouer en une soirée d'un trait, parce que je trouve que c'est vraiment comme un livre qu'on ouvre et allez, on plonge dedans et ça y est, c'est parti et hop, et ça se... Et encore une fois, la dramaturgie, la manière dont Bach construit ça est tellement euh, extraordinaire qu'on n'a pas envie bon, bah allez, on prend une pause, on se revoit demain soir. Et d'ailleurs, j'ai eu parfois beaucoup de mal, notamment à repartir le deuxième soir, quand c'est en deux soirées. Quand il y a une salle de concert qui veut qu'on fasse ça sur deux soirées, Ouais. parce que c'est leur série d'abonnements et que les gens voilà, doivent rentrer chez eux après 1h30, 1h15. Bon, voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'aime faire ce voyage comme ça. Par rapport à la préparation physique et mentale, donc il y a effectivement, quand on sait qu'on va traverser les 6-8, j'ai envie de dire, c'est une très bonne école pour jouer de manière saine et sensée sur l'instrument. Donc parce que si on, c'est un peu le violoncelle, c'est un peu comme le tennis. Voilà, pour ceux d'entre vous qui jouent au tennis, voilà, Stéphane. Quand on joue en force, bah, ça va mal se passer. Alors, on pourra retourner quelques balles et puis très vite on va être bloqué par des problèmes physiques. Et finalement, le violoncelle, c'est un peu pareil. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis par rapport à la préparation mentale, j'ai envie de dire, bon maintenant, surtout avec l'expérience et avec le temps, euh, c'est maintenant j'ai beaucoup plus simplement le plaisir de partir dans ce voyage. Et moi-même, je peux me laisser emporter en fait. Dire ah oui, ça, ah il nous emmène là, ah oui, tac, et ces moments hop, de calme et les moments d'excitation, etc. Donc c'est plus ça. Mais bien sûr, par rapport à ta question, il y a eu des concerts où je suis arrivé fatigué à la sixième suite. Et j'ai eu, c'était quoi, février l'année dernière. Et ça a été très intéressant et on apprend à s'adapter. J'ai eu une intégrale à Freiburg. Au début de la sixième suite, j'ai eu à proprement parler une crampe. Une crampe musculaire, c'est comme les footballeurs, il y a les prolongations, et au moment des tirs au but, il y a les gens voilà, donc j'ai eu tout d'un coup le premier doigt qui a une crampe. J'ai dit excusez-moi, donnez-moi quelques minutes, je suis sorti, j'ai fait des étirements, et je suis revenu, et j'ai fini mon concert. Voilà, bon, depuis ça ne m'est pas arrivé de nouveau, je croise les doigts, j'essaye de encore plus me préparer. Parce que tu dis que tu arrives un peu fatigué, mais moi je vois la première phrase du livre qui est écrite donc par Emmanuel Reibel, où il dit que tu arrives que tu reviens sur scène. Une silhouette élancée survole les marches conduisant à la scène et le pas alerte vient recueillir l'ovation du public. La liquette noire à Colmao est restée impeccable et tandis que les chaussures à lacets bleus reflètent les couleurs de la Mozart-salle, le sourire est radieux. Comment fait-il pour porter... Mais c'est vrai que tu finis tes 2h30 de concert, tu sors de scène et tu reviens en courant.
Comme si tu n'avais pas joué pendant 2 heures et demie. J'ai été assis pendant 2 heures et demie. Ah donc oui, je suis content d'accord. Bon, d'accord. Ça fait du bien de bouger un peu quand C'est même. vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Alors, tu parles tu dis à quel point les suites de Bach sont centrales dans ta vie, dans ta carrière, dans ta vie de musicien. Et tu racontes un moment clé où tu as joué la 5e suite devant Claire Rabier, ta professeure de Manosque, et où elle t'a dit tu es prêt, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à pouvoir vraiment jouer les suites de Bach. Oui, alors j'ai dit tout à l'heure tout ce que je devais à Claire, hein, ma première professeure, Claire Rabier, une femme extraordinaire, pédagogue extraordinaire, mais personne aussi extraordinaire. Et ça va souvent main dans la main. Donc c'est vrai que c'était pour moi un repère de revenir vers elle de temps en temps et de lui dire voilà, d'écouter ce qu'elle avait à me dire, à me proposer, voilà, les éventuelles recommandations, je ne sais pas. Et j'ai un souvenir très précis, effectivement, de Claire avec son mari, Louis, qui était là et qui avait écouté. Et j'avais traversé, il faut dire, quelques années où vraiment je me cherchais un peu avec mes suites de bac. Je n'arrivais pas à trouver tout à fait mon langage. Et même encore après, je me souviens de le fait d'avoir joué pour Claire, ce n'est qu'après en fait, que j'ai rencontré Anna Belsma et que j'allais encore vraiment trouver mon langage. Mais voilà, mais le fait d'avoir pu jouer pour elle et là où tout avait commencé, parce que je raconte, c'était dans le salon des Iscles, voilà, où j'avais voilà, où j'avais travaillé après mes premières leçons de violoncelle. Donc c'était chouette de revenir là et de revenir à ce répertoire-là pour ma première professeure. Et oui, c'était fort. Tu étais très jeune, donc tu avais peut-être aussi besoin qu'elle t'adoube ou qu'elle te rassure sur le fait que tu pouvais le faire. Oui, à ce moment-là. Oui, bien sûr, oui, parce que on a, bah, surtout dans ces phases-là, j'étais encore étudiant à New York à l'époque, j'étais de retour pour quelques temps, et dans ces moments-là, on est toujours à l'écoute des retours des gens qu'on admire. Alors il y a plusieurs, je disais qu'il y a plusieurs très courts chapitres où tu racontes des souvenirs de concerts. Je ne sais pas si tu as envie de parler d'un de ces souvenirs pour mettre l'eau à la bouche, pour donner envie de lire les autres. Oui, donc ce sont justement, on en parlait tout à l'heure, quand on fait cette traversée, de toute façon, par essence, si c'est un bon concert, c'était quelque chose d'unique. C'est quelque chose où on a senti le public, l'acoustique, le moment, là où on est dans sa vie, et où on s'abandonne vraiment à tout ce potentiel de vie qu'il y a dans cette musique. Et voilà, et on traverse comme ça pendant 2 heures et demie et on a notre public est là. Donc, c'est pour ça que je mentionne ces quelques moments clés. Peut-être si je dois en mentionner un de ceux que je cite dans le livre, sans doute celui le concert de Barcelone, donc au Palau de la Música, qui est une salle mythique de Barcelone, voilà, absolument magique, déjà d'un point de vue architectural, vraiment merveilleuse, et surtout c'est Barcelone, et Barcelone pour les violoncellistes c'est Casals. Casals, celui qui a remis les suites de Bach au centre de notre répertoire. Et non seulement ça, mais Casals, c'est évidemment, c'est un géant de l'histoire tout court. C'est pas seulement de l'histoire du violoncelle, pas seulement de l'histoire de la musique, mais de l'histoire tout court, en raison des événements dramatiques qu'il a traversés dans sa chair, hein, puisqu'il était, voilà, donc la guerre civile en Espagne et sa prise de position extrêmement ferme qui lui a coûté vraiment des moments ou des années sans concert, quand il trouvait que le monde se compromettait trop avec Franco.
Et donc vraiment quelqu'un, un mensch, on dirait, hein, vraiment totalement immense. Et pour finir, peut-être, je crois que je l'évoque aussi dans le livre, c'est ce côté extrêmement, justement, toute cette humanité entière de Casals, on l'entendait dès qu'il jouait une note. C'est tous ceux qui ont pu le vivre en direct, on parlait de ça. C'était quelqu'un qui c'était plus, il faisait pas de la musique. Voilà, tout d'un coup, toute l'humanité de la musique était là et on était tous autour de cette humanité partagée. À un moment, soudain, il n'y avait plus de violoncelle qui tienne. Casals me parlait simplement de l'existence humaine. Oui, ça c'était donc c'est quand je parle, j'avais été mis face à des enregistrements de différents violoncellistes et notamment de Casals qui donc à l'aveugle en fait entre guillemets, mais on reconnaît très vite qui joue et notamment Casals. Mais ce que je raconte là, c'est que c'était un moment un petit peu embarrassant parce que du coup c'était vraiment mi fa la la sol fa mi fa 8 notes. Et j'ai commencé à pleurer. Et c'était avec une journaliste avec qui j'avais pas trop envie de. Donc voilà, donc j'ai caché un petit peu mais là, mais il y avait, tout d'un coup, je me rendais compte, voilà, que toute la, il y avait aucune vanité, voilà, en fait, hein, tout est dans le. Et donc voilà, pour revenir et vraiment, j'ai senti sur cette scène du Palau de la Musica les suites de Bach, et je sentais que c'était pas seulement de ma part, mais un public très dense, très, très présent, totalement, on sentait que ce peuple catalan là, qui était dans la salle, pour eux aussi, ça voulait dire quelque chose, une intégrale des suites de Bach. C'était vraiment, voilà, quelque chose tout à fait à part. Alors justement, l'intégrale des suites de Bach que tu as enregistrées chez Harmonia Mundi n'est plus disponible, à part les quelques-uns que tu as chez toi mais que tu as oubliés. Et est-ce que tu voudrais qu'il le ressorte ou est-ce que tu préférerais enregistrer une nouvelle version? Est-ce que c'est un peu dans les tuyaux? C'est effectivement un peu dans les tuyaux. On commence à se dire que ça a évolué pas mal au fil des années, comme ça le fait, comme pour tout le monde, inévitablement. Et que, donc, ouais, on est en train d'en parler. Mais j'ai parlé à Harmonia Mundi, là aussi. Et comme il y a aussi chez Arte, là, il va sortir bientôt le film du spectacle qu'on a fait avec Anne-Theresa Kersmaker. Du coup, je pense qu'ils voudront quand même. Et d'ici là, il n'y aura pas de nouvel enregistrement. Et donc, ils vont sans doute, je ne sais pas. Voilà. Ils m'ont dit qu'ils avaient l'intention de relancer quelques exemplaires. Voilà. Je ne veux pas te poser trop longtemps des questions parce que je voudrais bien aussi que vous puissiez le faire. Et que peut-être tu nous joues un petit quelque chose, si tu le sens, et si la foule en délire le demande. Mais d'abord, si vous avez des questions pour Jean-Guilaine, même sans avoir lu le livre. C'est-à-dire qu'on se connaît tellement bien. J'avoue que j'ai lu le livre et je me suis régalée. Je t'ai retrouvé, même tout petit, avec Claire Rabier. Il est super ce livre. Oh, merci. Avec les explications de temps en temps, les notes et tout. Super. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Moi, je voulais te demander, Jacqueline, si cette expérience d'écriture en appelle d'autres. Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire à nouveau? Alors, en fait, je crois qu'on a tous énormément de choses à raconter. Le tout est de savoir si on ose franchir le cap, et c'est vrai. Mais donc, dans l'absolu, la réponse est oui. Et j'ai plein d'autres choses que j'aimerais raconter, mais donc faudra voir, trouver la forme, trouver avec qui, comment, voilà. C'est pas exclu. En tout cas, il y a une plume quand même dans ce livre, je trouve. Tu as une façon d'écrire qui est assez fluide, assez agréable.
beaucoup d'images, des métaphores un peu partout. Donc, oui, tu peux continuer. Mario, C'est ça a été- enregistré. c'est enregistré. On va pouvoir mettre sous la pub, tu sais, c'est la citation, tac, 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 Mario. Ouais. Voilà, ben, Moi, je voudrais poser une question. Ah. Tu parlais de chanter les œuvres. Comment tu fais pour chanter une œuvre de Boulez? Ah Alors, ça c'est c'est une très bonne question. Là, c'est quand on est un petit peu embêté Non, non. pour répondre, qu'on Non, dit ça en général, non? non, non, je trouve ça vraiment très intéressant parce que, en fait, en l'occurrence, donc, je vais ressortir un de mes pourcentages. C'est que tout ça, quand je parle de cette musique qui se réfère à la musique vocale, c'est une très grande partie de notre répertoire et je dirais, jusqu'au dodécaphonisme. Et là, à partir de là, où tout d'un coup, toc, le système harmonique explose et où l'abstraction prend le centre du terrain, et chez Boulez, c'en est évidemment l'expression, la voix n'est plus du tout forcément la référence, même si Boulez aimait beaucoup travailler avec la voix aussi, mais il se servait souvent de la voix comme d'un instrument de musique. Donc là, au contraire, on retourne les trucs. Donc, c'est pour ça qu'en fait, effectivement, l'idée de se dire comment on va chanter une pièce de Boulez, finalement, il y a une raison pour laquelle, dans ce cas-là, ça ne ferait pas sens. Moi, j'ai une petite question, mais toute simple. Je voudrais savoir si, disons, il y a très longtemps que tu fais de ton instrument, est-ce que tu as évolué dans la sensibilité, dans la technique, bon, tout ce qui peut participer à la musique, et quelle différence on peut faire entre différents violoncellistes? Parce qu'on écoute, disons, à la télé, un tel, voilà. C'est une question toute simple. Hein. Non, mais au contraire, il y a de quoi faire là-dedans. Donc, évolution, oui, définitivement. Je pense qu'avec l'âge, je l'évoque un petit peu quand on évoque dans le livre l'éventualité d'un nouvel enregistrement. À ce moment-là, pourquoi ? Et ce que j'explique, c'est que avec l'âge et l'expérience, on va peut-être un petit peu plus à l'essence des choses. C'est-à-dire que quand je réentends mon enregistrement, qui a quand même maintenant 15 ans, et je réécoute pas mes enregistrements. Donc là, il y a 3 jours, il y avait cette émission pour le bac du dimanche matin. Et on l'a fait ce qu'on appelle en condition de direct. C'est-à-dire que je ne serai pas demain matin à 7h à Paris, mais c'était bien il y a 3 jours. Mais on l'a enregistré, c'est-à-dire qu'elle a aussi fait passer les extraits musicaux, et notamment de certains passages de mon enregistrement des suites. Et en écoutant, et ça fait très longtemps que je n'avais pas écouté, et je me disais, ah tiens, ce que j'observais par exemple, c'est qu'il y a certains mouvements où je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de souligner finalement, alors comment dire ça de manière pas trop abstraite, n'est-ce pas Mario? Que ne disent pas après que ce soit dit. Non mais de souligner une certaine hiérarchie entre les notes, c'est-à-dire pour faire ressortir qu'il y a des notes qui glissent plus, qui sont pas finalement, qui doivent moins être dictées parce qu'elles sont sur la page, parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont présentes sur la page. Donc je sens moins cette obligation du rendu de signes qui sont sur la page, mais plutôt de dire mais qu'est-ce que cette musique respire, voilà. Et je pense, en fait, quand on écoute des chanteurs, même de chansons de Brel ou des choses comme ça, c'est très intéressant d'entendre les premiers enregistrements de certaines chansons et ce qu'ils en font ensuite au spectacle 30 ans plus tard. Et c'est assez passionnant de voir que tout d'un coup, il y a des mots comme ça qui ressortent, et il y a des mots qui sont à peine dits et qui disparaissent comme ça. Et c'est pour faire ressortir vraiment l'essentiel. Donc peut-être que c'est ça.
Alors, je ne te cache pas non plus que pour ce qui concerne, tu parlais de la technique, par contre, il y a des choses qui vont un petit peu moins vite avec maintenant que quand j'avais 25 ans ou 30 ans. C'est aussi une réalité. Et donc, il faut aussi faire avec ça. Et ça peut, où je dois plus travailler, je dois plus me préparer, j'ai plus la même condition physique que quand j'avais 30 ans. Et ça, je m'en rends compte. Mais si on accepte de s'y atteler et d'en avoir conscience, ça peut être parfois un plus. Et je dis, tiens, allez hop, pardon, je parle beaucoup, hein, mais ça me fait penser, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 semaines. J'avais, de manière un petit peu inconsidérée, accepté un remplacement, pas complètement au pied levé, parce qu'on m'avait prévenu 2 semaines avant, mais pour jouer la symphonie concertante de Prokofiev avec le Philharmonia Orchestra à Londres. Et donc la symphonie concertante de Prokofiev, c'est une œuvre énorme, c'est 40 minutes avec des 36 millions de notes, justement, donc très très physique, techniquement extrêmement exigeante. Mais j'avais envie de le faire, parce que je ne l'avais pas joué depuis longtemps, donc autre raison qui aurait dû, au contraire, m'encourager à ne pas accepter cette œuvre. Mais voilà, un peu typique Jean-Guihen, j'ai dit, oh ouais, j'ai envie de le faire, je le fais. Bon, en plus, je passais 10 jours à Amsterdam à jouer 15 pièces différentes parce que j'étais artiste en résidence dans ce festival de violoncelle qui a lieu tous les 2 ans, la Biennale du violoncelle. Et le lendemain du dernier concert d'Amsterdam, il y avait ce concert à Londres, avec en plus un petit aller-retour à Londres 2 jours avant pour aller répéter avec l'orchestre. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, je vois, à l'approche du concert, je me dis, mon Dieu, mais oulala, ça marche plus comme ça marchait il y a 20 ans. Et je me suis dit, j'aurais pas dû accepter ce concert. Mais maintenant, c'était là, il fallait. J'ai bossé. Pauvre Anne-Lie était avec moi. Elle là, elle m'a amené du thé. Et moi, je vais pas y arriver. La veille au soir, je dis, non, c'est une catastrophe, ça va être une catastrophe. Et le jour du concert, c'est pour ça que je raconte cette anecdote, le jour du concert, la générale, ça se passe pas bien, il y a plein de choses qui se passent pas bien. Je dis, non, j'ai vraiment plus les doigts pour ça. Et puis, la force, toute la force du désespoir et l'instinct de survie, j'ai envie de dire, on fait que le concert s'est bien passé d'une part, mais surtout que dans cette musique russe, la force de survivre et de traverser quelque chose d'absolument fou et de se dire il faut que j'aille jusqu'à là, ça a donné, c'était quelque chose qui était en adéquation avec l'expression de cette musique. Voilà ce que je veux dire. La seule raison pour laquelle j'ai raconté ça, c'est que parfois c'est intéressant de voir comment ce qui devient, tout à l'heure on a parlé de la manière dont Bach a utilisé le fait qu'il avait un seul violoncelle, donc ce qui est en fait a priori quelque chose comme un manque pour construire, et qu'il s'en est servi pour en faire quelque chose, un moyen d'expression supplémentaire. Et bien de même pour un interprète, j'ai envie de tourner les choses de manière positive. Le fait de prendre de l'âge et de plus avoir que les doigts n'aient pas à toute vitesse partout comme on veut, et ben ça peut amener en fin de compte, c'est pas toujours facile, mais ça peut amener quelque chose que j'aurais peut-être pas donné si ça avait été tout seul. Pardon, c'était un peu long comme réponse. Hein. Non, mais c'était passionnant. Voilà. Moi, je voulais te demander, tu vas très souvent dans des concerts partout, et quand tu te retrouves avec un orchestre, comment tu fais pour être en contact avec l'orchestre si tu arrives la veille bon, je sais qu'il y a une générale, mais quelles sont tes relations finalement? Est-ce que tu te sens toi tout seul et puis l'orchestre à côté, ou est-ce que tu... Le partage, très très bonne question, Christine, parce que justement c'est en fait, donc c'est vrai que quand on joue avec orchestre, souvent, notamment quand on joue des pièces du répertoire, c'est-à-dire des pièces que l'orchestre connaît, que je connais, que le chef connaît, là, on se retrouve la veille, une répétition, le jour du concert, une générale, le concert. Et ça va être tout de suite, dès la première répétition avec l'orchestre, et même en fait, il y a ce qu'on appelle une mini répétition juste avec le chef, avant de se retrouver dans l'orchestre,
pour parler des endroits clés dans l'œuvre, etc., comment on les sent, etc., etc. Et ce qui est là aussi, c'est le fait qu'on ait peu de temps, c'est une épreuve qui peut nous amener à tout de suite, dès la première note à la répétition, à communiquer avec l'orchestre et à essayer de leur faire sentir comment nous on respire cette musique, et puis aussi apprendre ce que eux nous donnent. Quand on, c'est vraiment une voix à deux sens. C'est-à-dire quand on joue le concerto de Dvorak, le deuxième thème, ce magnifique deuxième thème pour une voix, il vient d'abord au corps, dans le grand outil du début. Et selon la manière dont le ou la corniste va jouer ce thème, quand on l'a, nous, ensuite, on va forcément réagir à ce qui a été dit avant. Parce que sinon, ça ne sert à rien de répéter simplement, ben voilà, j'ai le même thème, une fois au corps, une fois au violoncelle. Non, qu'est-ce qui a été dit? Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est tellement différent. Les mêmes notes, les mêmes harmonies, mais au corps et au violoncelle, et tout d'un coup, mais ça raconte quelque chose de totalement différent. C'est extraordinaire. Donc là, c'est la matière même qui va faire que les mêmes mots vont dire quelque chose vont exprimer quelque chose de très différent. Enfin voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Oui, je pense que c'est surtout parce que le musicien, il y met toute son âme. Et que c'est là où on sent la différence entre un technicien et un musicien. Complètement. De vraiment oser ouvrir son âme quand on joue, et même en fait quand on travaille déjà chez soi. Oui, oui. Et Dieu sait s'il y a énormément d'aspects techniques, mais d'être ouvert, d'être à l'écoute, c'est très très bien. Merci. Vous parlez de spiritualité dans la musique. Est-ce qu'on peut rapprocher la musique de Bach de celle d'un auteur contemporain comme Arvo Pärt? Alors, oui, il y a alors, ce sont à certains aspects, certainement. C'est-à-dire que, alors, en l'occurrence, à Arvo Pärt, il y a vraiment une démarche pas seulement spirituelle, même religieuse, chez lui, assumée. Et donc aussi, y compris dans... Alors là, c'est à la fois très différent, parce qu'il y a vraiment la démarche du renoncement, il y a presque un renoncement à la construction, c'est-à-dire que les mélodies sont extrêmement simples, et c'est justement un matériau très très ténu, il n'y a presque pas de développement, entre guillemets, c'est juste... et donc c'est presque une musique qui mène à la méditation, etc. Alors que Bach a évidemment une démarche beaucoup plus narrative. Je pense pas que Arvo Pärt ait une démarche narrative. Je pense qu'il a une démarche il nous met dans un état de méditation, qui est, voilà, donc quelque part la démarche est très différente, mais évidemment ce qui est similaire, c'est que tous les deux travaillent avec l'harmonie. Moi, on parle, c'est vrai, du partage entre la musique, entre les mots, entre la voix, et entre les instruments. J'aimerais bien que tu nous dises la relation que tu as avec l'écoute du piano, par exemple des suites de Bach au piano. Donc les œuvres pour les partitas pour piano, par exemple les suites anglaises, ou les œuvres pour piano seul, clavier bien tempéré, etc. Et je fais une différence d'écoute énorme entre le violoncelle et le piano de Glenn Gould, par exemple. Glenn Gould, ce musicien qui s'est enfermé en lui-même, et là, c'est vrai qu'on a l'impression que l'esprit est incroyablement puissant. Et j'aimerais bien avoir ton sentiment par rapport à ça. Alors le piano est quelque part, en fait, alors la voix, c'est notre guide au niveau de l'expression, de la narration, etc. Et le piano, c'est notre repère, parce que c'est un des instruments, c'est ce qu'on appelle un instrument harmonique, c'est-à-dire qu'il peut incarner toute l'harmonie.
il peut être un tout. Nous, on n'est pas fait pour être un tout par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est un instrument mélodique au départ. Et donc c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avec Mario, que ces suites étaient quelque chose de totalement insensé et totalement fou. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ensuite, il faudra attendre le XXe siècle, oui c'est ça, pour que les compositeurs se mettent de nouveau à composer pour un violoncelle seul. C'est pareil, le répertoire pour violoncelle. Il y a les partitas de Bach, etc. Et puis après, la prochaine grande œuvre, bon, il y a Isaïe à la toute fin du 19e, mais je ne pense pas qu'on puisse quand même, moi je trouve ça très intéressant comme musique, mais on ne peut pas comparer. Donc la prochaine grande œuvre qui peut se comparer aux partitas, c'est Bartók, c'est la sonate de Bartók pour violon seul. Mais ceci dit, pour dire à quel point c'est quelque chose d'insensé et en fait, donc c'est là que j'ai envie de dire que tu posais la question de la différence. Pour moi, c'est là que la différence fondamentale se trouve. C'est-à-dire que le piano, voilà, il se suffit à lui-même puisqu'il peut s'harmoniser lui-même. Et puis, ce qui est intéressant au piano, c'est le fait que les notes vont être égrenées par essence. Quand même à travers une mécanique, c'est-à-dire que c'est un peu plus indirect, c'est-à-dire alors que nous, on a peut-être la chance qu'on a, c'est avec l'archet, c'est vraiment le toucher de la mèche sur la corde, ça va être un peu comme les cordes vocales, comme l'air qui traverse les cordes vocales. Donc on est un petit peu plus proche de cette production du son. Voilà. Pas faire trop long, je ne me rends pas compte. Non, alors ça fait 1 heure qu'on parle, là, c'est peut-être bien. Tu nous jouerais un petit quelque chose? Il y a 2 petites choses. Vas-y. Pour reprendre ce que disait Mario tout à l'heure, sur les aspects, sur les passages techniques qui vont peut-être paraître rébarbatifs, moi j'ai pas compris non plus tout, et pas beaucoup plus que toi, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on perçoit que pour l'interprète, chaque note est pensée. Chaque note a un sens. Et l'accentuation qu'on peut donner, comme tu cites une fois ou deux, à la deuxième note de la 3e mesure, ça nous paraît, ça passe dans le machin, mais on s'est dit, voilà, la qualité de l'interprétation vient de cette attention à chaque note et au sens qu'elle a. Et puis, donc il ne faut pas se décourager, comme disait. Ah non, surtout pas. Il faut y aller, on traverse ça, on comprend plus ou moins, mais on comprend que c'est profond, que c'est pas de la technique pour la technique, quoi. C'est pour la qualité du partage. Et puis une deuxième, alors c'est une petite anecdote qui vient compléter ce que disait tout à l'heure, qui m'a marqué à une certaine époque. Jean Guillen revient de Lyon, je crois qu'il était au Conservatoire de Lyon, et il me dit, pas les suites, ça va pas. Et alors on s'est assis on s'est assis dans le fameux salon, enfin la salle de musique chez nous. Il était là, moi j'étais là, il a joué, j'ai écouté, j'ai rien dit parce que j'étais pas capable de dire quoi que ce soit. Et il me dit, bah ça va mieux. Comme quoi, bon, le partage. Le partage, quand même, ouais. Ça fait avancer les choses. Alors, la suite du programme, c'est bien sûr une séance de dédicace pour ceux qui voudraient acheter le livre et se le faire dédicacer par Jean Guillen. Mais peut-être avant ça, un petit extrait des suites, je ne sais pas, ou un petit bout d'une suite au moins. Voilà, un petit morceau. Un petit quelque chose. Donc, ouais. Alors comme moi je me lasse pas des choses que je connais déjà depuis tellement longtemps, je me dis peut-être que vous non plus. Donc je vais jouer tout simplement le prélude de la première, voilà. Hein, comme ça, c'est là que tout commence.
Merci. Merci beaucoup Jean-Guilhem pour ta générosité. Merci à toi d'avoir organisé ça, Mario, et à toute l'équipe de la Carline. Et merci à vous tous d'être venus, malgré le froid, voilà. Jusqu'ici. Et c'est certains qui sont venus de pas tout près d'ailleurs. Donc vraiment, merci, merci. On va essayer d'installer une petite table pour que tu puisses dédicacer éventuellement.